plus le côté qu'on a dans la bière. Là où ce qui était dans le verre tout à l'heure, j'ai un côté poivré un peu plus. Ouais, là il y a le frais. C'est vraiment un parfum intéressant en plus. Ouais, hein. ouais. Moi je pense qu'un jour ce sera utilisé autrement sur d'autres Et, choses. on en a envoyé au labo justement, C'est un peu mais pas rigolo. pris ici. Hein. Ouais. Pour chercher les molécules. Mais ils voulaient les fleurs. Pas les fleurs, les fleurs. Mhm. 13 sur une nouvelle bière. Nous, en tant que commune de Serran, on est ravis parce que ça met en valeur notre tourbière à travers la plante qui est utilisée pour cette bière. Donc, je vais laisser justement les producteurs de la bière intervenir et puis également Bretagne Vivante qui a accompagné dans ce partenariat. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table comme ça. Sur qui Oui, donc Thierry Marie, moi je suis adjoint aux affaires sociales, mais très militant, très sensibilisé, soucieux de ce patrimoine de la tourbière. Donc on a des échanges avec Bretagne Vivante en participant dans la mesure du possible aux différentes activités qui peuvent s'y dérouler. Donc on va dans ce sens-là. Donc Céline Olivier, première adjointe, donc élue depuis de nombreuses années, et donc je suis également aussi l'évolution par rapport à la gestion de la tourbière. Et donc Rosane Guégan, je suis maire de Serran et je trouve que cette bière c'est un très bon vecteur pour valoriser la tourbière. Jean-Charles Michel, membre actif de Bretagne Vivante. Moi, c'est Erwan Odo, un des brasseurs de la brasserie Barc à Malétroit. Bernard Eliou, donc je suis membre du bureau de Bretagne Vivante à l'échelon régional, du CA, et également conservateur de la tourbière de Carfontaine depuis 30 ans. Arthur Ganego, le second brasseur de la brasserie Barc depuis bientôt 1 an. Bien, donc on va commencer. Donc ce qu'on proposait, c'est qu'on fasse différentes interventions. D'une part, on va commencer par présenter Bretagne Vivante, Barc, et ensuite on viendra à l'histoire et le pourquoi de cette démarche envers l'entreprise Barc. Donc Bretagne Vivante, c'est une association de protection de la nature régionale. Donc on travaille en Bretagne sur les 5 départements bretons. C'est actuellement la plus grosse association en France, du moins d'un point de vue régional. On a 110 salariés, 4000 adhérents. Et donc on intervient sur différents domaines, à savoir la mise en valeur du patrimoine naturel de Bretagne. Autre point, toute une démarche qui vise aussi à transmettre ces informations, tout ce qu'on a acquis sur le terrain. Donc tout un travail de sensibilisation, et on touche à peu près 90 000 personnes en Bretagne. Tout un ensemble aussi d'interventions auprès des partenaires en Bretagne, puisqu'on fait partie d'une centaine de commissions, en lien avec la région, les départements, les collectivités, etc. etc. Et on a également un réseau des réserves, dont je m'occupe au niveau régional, à savoir que Bretagne Vivante est la seule structure en France qui est actuellement à 137 réserves, qui mettent en avant bien entendu l'ensemble des particularités bretonnes en termes d'espace et aussi d'espèces. Et on a une centaine de bénévoles, conservateurs et trices de ce réseau. Bretagne historique. Ouais. Loire-Atlantique comprise. Voilà, c'est ça, sur les 5 départements. C'est, comme dit Jean-Charles, une démarche, on va dire, liée à l'histoire des hommes et des femmes qui ont œuvré pour Bretagne Vivante. Mais un des points importants qu'on a aussi au niveau du réseau des réserves, et j'emploie toujours cette phrase, c'est l'intégration à l'échelle des territoires. Une réserve, quelle qu'elle soit, ne doit pas fonctionner à l'intérieur de ces murs et exclusivement réservée, je dirais, à quelques spécialistes. Notre démarche consiste à aller vers les entreprises, à associer les entreprises, aller aussi bien entendu vers les collectivités, vers les particuliers, pour que tout le monde en fait prenne en main ces réserves, en l'occurrence ici la tourbière de Carfontaine. Et dans ce cadre-là, donc Jean-Charles y reviendra sur l'histoire, on a souhaité créer des liens avec les entreprises locales pour faire connaître ce qu'on fait, pour valoriser le site et en même temps valoriser le travail qu'on fait en lien avec la commune de Serran. Sur cette Barc, on travaille aussi avec le groupe Rocher, avec qui on est très très impliqué. Et donc tout doucement, si on peut, si on a des occasions, on ira aussi vers d'autres entreprises. Voilà. La tourbière de Carfontaine, c'est un livre d'histoire, c'est un patrimoine naturel du vivant, et qui appartient à tout le monde.
qui a appartenu aux générations passées, puisque c'est les hommes et les femmes qui étaient là qui ont quelque part maintenu la particularité du site, et aux générations à venir. Donc voilà, très rapidement, quelques éléments sur la tourbière de Clairefontaine, sur l'histoire et sur Bretagne vivante. Donc, pour présenter la brasserie Barque, elle a été créée en 2017. Le premier brassin a pu être fait en 2018. Le projet s'est fait avec des valeurs assez, en tout cas écologiquement, assez fortes. Et d'emblée, on a commencé à travailler, nous, avec des producteurs de matières premières en Morbihan. Le houblon vient d'Alaire, notre malt et notre orge vient de Saint-Pavé, mais l'orge vient de Bretagne, Loire-Atlantique aussi, de temps à autre. Et c'est un peu naturellement qu'on avait les antennes un peu déployées vers le territoire. Après, moi je suis natif de Vannes, mais donc moins connaisseur du terroir ici. Donc au début, on était plus à l'écoute de ce qui se faisait, et puis très rapidement, en fait, dans la démarche de Bretagne vivante, qui est d'aller vers les entreprises, la passerelle s'est faite assez naturellement, lors d'une visite de la tourbière sur un événement de débardage à cheval. Donc voilà un peu le point de contact qui a été fait, et c'était assez naturel de tout. On a trouvé des liens assez aisément, en fait, entre notre démarche, nos démarches communes, quoi. Alors, sur l'histoire, Erwan a habilement passé le relais en disant qu'effectivement, il y a eu cette visite des gens de Barque à l'occasion d'une opération de débardage lors d'un entretien de la tourbière. Depuis plusieurs années maintenant, 8, 9, 10 ans, on a ce type d'opération. Donc ça a permis de présenter un peu les espèces végétales qu'il y avait sur le site, et notamment cette fameuse espèce qui en latin s'appelle Myrica gale, M-Y-R-I-C-A, gale, G-A-L-E, mais vous l'avez sans doute dans l'invitation déjà mentionné. On peut faire circuler, vous allez voir. C'est une espèce arbustive, on va dire, d'arbrisseau qui fait 2 mètres de hauteur. Si vous voulez qu'on aille le voir, on peut y aller, mais il vaut mieux avoir des bottes en ce moment. Et donc, cet arbrisseau se développe naturellement dans le site, qui est quand même un site très imbibé d'eau, très spongieux, très asphyxié par l'eau. Vous ne trouverez pas cet arbrisseau ailleurs. Et donc, il a comme particularité d'avoir des pieds mâles, des pieds femelles, et d'avoir une essence très forte, quoi, une puissance aromatique très forte qu'on peut voir, bien sûr, qu'on peut sentir naturellement en avril, mai, juin, juillet, août, parce que là, ça exhale, quoi. Mais même si vous y allez maintenant et que vous froissez les feuilles ou les arbrisseaux qui arrivent, déjà, vous allez la sentir malgré tout en hiver, quoi. Donc, ce qui fait que cette plante, alors, retour en arrière, une époque, on va revenir à peu près simplement au Moyen-Âge, début du Moyen-Âge. Vous aviez des tourbières un peu partout en Europe, parce qu'on a encore un climat qui permettait cette présence, et puis on n'avait pas cette dynamique d'assèchement des zones humides qu'on a mise en place au XXe siècle. Donc des tourbières avec cette plante, avec cet arbrisseau, et qui naturellement, les populations se sont rendues compte que c'était intéressant de l'utiliser pour fabriquer la bière. Donc on a entendu parler de la cervoise, mais dans les autres pays européens, que ce soit l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, il y avait des bières du même genre, des bières anciennes, et on utilisait bien sûr l'orge, ça c'était la même technique, mais pour la parfumer et pour la conserver, on utilisait des plantes. On n'utilisait pas le houblon à cette époque-là. Et donc, les plantes utilisées étaient variées selon les régions, mais quasiment systématiquement, le Myrica gale, qu'on peut appeler myrte des marais, ou piment royal, ou myrique baumier, il y a différentes appellations en français, était systématiquement présent, quasiment,
toujours avec quelques autres plantes qui pouvaient être acquis des millefeuilles ou d'autres plantes qui variaient. L'idée de Bretagne vivante, c'était de dire, tiens, on détient ici, grâce à la volonté de conservation d'une commune qui a confié la gestion à Bretagne vivante, on a une plante qui peut avoir un rôle au niveau économique, qu'on ne trouvera pas ailleurs si les tourbières sont comblées, parce que plein de tourbières ont été comblées et cette plante a disparu. Là, elle est maintenue. On s'est dit, tiens, peut-être que ça pourrait intéresser une brasserie. D'où le contact qui s'est fait avec la brasserie Barthes. Et donc, on a abouti à un produit dont ils vous parleront tout à l'heure. Moi, je veux simplement vous parler que les bières anciennes, c'était des bières faites avec donc un assemblage de petites plantes qui jouaient un rôle de conservation et d'aromatisation, on va dire, qu'on appelait le Groit. Il faut dire Groit, G-R-U-I-T, mais il faut prononcer Groit. C'est un mot flamand, néerlandais ancien, qui peut s'assimiler à Groot dans d'autres en Allemagne ou à Gruau en France. Donc cet assemblage de plantes était systématiquement répandu partout. Mais le houblon arrive. Le houblon arrive et est découvert par certains brasseurs comme plante intéressante et plus propice pour la conservation que les plantes du Groit. Donc petit à petit, scientifiquement, les gens se rendent compte que c'est intéressant techniquement d'utiliser le... Mais il y a une autre raison à cela, c'est que les bières anciennes au Groit, elles sont taxées. Il y a des droits, il y a des brasseurs qui détiennent à la fois les recettes, les compositions des plantes qui sont utilisées, et puis on doit payer une taxe pour utiliser ce Groit. Donc quand le houblon arrive, c'est une façon détournée de ne plus payer la taxe. Donc le houblon est favorisé par une technique de conservation plus intéressante, une propriété de conservation plus intéressante, et puis par ce qui fait qu'au fil des siècles, du Moyen-Âge mais c'est seulement au 18e, 19e que le houblon a commencé à se répandre. Et le Groit existait toujours à cette époque-là, il y avait encore des plantes. Et puis maintenant, c'est fini. Toutes les bières, quasiment modernes, sont faites avec du houblon. On a un goût différent aussi. Les goûts des bières au Groit sont plus sucrés. Il a fallu donc que les gens s'adaptent. Et c'est ça aussi qui a freiné l'installation du houblon. Maintenant qu'on a une réfrigération, qu'on a des possibilités de réfrigération, l'aspect conservation est moindre. Et de moindre importance, ce qui fait que certaines brasseries, que ce soit au Canada, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit en Écosse, que ce soit en Belgique, se sont dit, ah ben tiens, on pourrait peut-être revenir au Groit et essayer d'utiliser le Myrica Gallet. Et on en arrive à cette utilisation du Myrica Gallet, sachant que, mais là, ils rentreront plus dans le détail, la bière qui est là n'est pas une bière au Groit, c'est une bière au houblon, parfumée au Myrica Gallet. Donc on n'est pas dans une bière ancienne, mais nous, notre démarche, quand on a fait la proposition, c'était de se dire, peut-être qu'on pourrait faire une bière ancienne à partir de ce Myrica Gallet. Voilà. Je passe la parole maintenant. Nous, ce qui nous a intéressé d'emblée, déjà, c'est autour de l'univers bière, déjà, il y a ce fait historique, ces faits historiques qui sont hyper intéressants. Au-delà du juste déguster une bière, c'est toute l'histoire qu'on peut avoir autour qui est forcément intéressante. Pour revenir après plus dans la conception de la bière, effectivement, on utilise une pointe de houblon qu'on met en retrait, évidemment, pour laisser plus l'aromatique du Myrica Gallet s'exprimer. Le houblon, comme tu le disais, techniquement, va apporter quand même son lot de vertus en termes de conservation et même de conception. Je ne vais pas être trop technique, mais dans la conception de la bière. Et donc, on y a mis le Myrica Gallet. Alors, il a fallu nous réapproprier l'utilisation du Myrica Gallet sur des tests, des premiers tests qui ont été un peu ratés, forcément. Enfin, pas forcément, mais on ne savait pas que, mettons, le Myrica Gallet a un pouvoir tannique très très fort. Il y en avait trop au départ. Il y avait trop et c'était très tannique, c'était très 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 amer, quoi. Donc on a revu la copie, retravaillé, jusqu'à arriver à une recette satisfaisante. Et donc pour
réinventer en tout cas quelque chose, une harmonie. On a utilisé une levure type scandinave, tu évoquais tout à l'heure les pays scandinaves, qui est la Kveik, qui, elle, va laisser un peu de rond dans le corps de la bière. Le travail de la fermentation laisse un peu d'amplitude au corps de la bière, développe des aromatiques durant la fermentation de clémentine, un peu d'orange. Et donc le Mérica Gallet, lui, quand on l'amène, apporte des aromatiques un peu balsamiques, des petites notes de muscade en fin de bouche, et puis ça ramène une fraîcheur à la bière. Donc on est sur une amertume très relative, comme on utilise peu de houblon, sur une bière somme toute légère à 4,5 d'alcool, et voilà, un peu complexe, qui se marie très bien avec des plats ou des fromages ou des choses comme ça. Donc voilà la création qu'on a pu en faire, avec aussi du flocon d'avoine pour lui donner un peu d'assise, un peu d'amplitude. Et donc voilà pour ce qui est de la conception de la bière en tant que telle. Ce qui nous intéressait aussi, tout ça est régi par une convention, parce que tu Non, vas dire, parce que évidemment c'est venu de toute façon d'emblée par Bretagne Vivante, qu'il fallait conventionner tout ça. On est sur un site protégé. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et encore moins de faire un appel d'air à d'autres idées qui pourraient survenir et des initiatives, on va dire, plus individuelles. Donc nous, on est régi par une convention de partenariat et on fait une rétribution de nos ventes à Bretagne, peu ou prou de 10%. 10% du chiffre d'affaires réalisé. La particularité, c'est que, on va dire, cette notion d'intégration échelle territoire est important qu'on travaille avec les entreprises. Les entreprises ont leurs besoins économiques, etc. Mais c'est bien de mêler l'environnement, effectivement, avec les intérêts économiques. Il est également très très important de cadrer, parce que Bretagne Vivante, avec tous les partenaires, on travaille toujours, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui est habituel de travailler dans un cadre, et également dans un cadre juridique, donc une convention qui précise un certain nombre de choses. Et effectivement, le retour de cet investissement, quelque part, sera consacré à la gestion de la tourbière. C'est-à-dire, en fait, on tourne entre guillemets en rond. C'est-à-dire que cet argent sera utilisé dans la mise en valeur et la protection de la tourbière. Sachant que, pour vous donner une idée de la force de cette huile essentielle qu'il y a dans la plante, parce qu'elle est utilisée pour d'autres usages que la bière. Oui. Donc, elle est utilisée en huile essentielle pour des questions de peau. Elle est utilisée pour chasser les moustiques, les insectifuges. Ah oui. Elle a plein de vertus, quoi. Il y a une notion importante, c'est que c'est une espèce protégée. Ah oui. Donc, et en fait, dans ce classement de protection, il y a différents niveaux. Il se trouve que, pour prendre l'exemple, Loire-Atlantique, elle est sur les listes rouges, donc pas de question, mais pas en Bretagne. D'accord. Parce qu'en Bretagne, vous avez encore, surtout le sud-Bretagne, notamment le sud-Morbihan, une présence assez forte de cette espèce sur les landes tourneuses. Comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, on la trouve dans des milieux très particuliers. Donc elle n'est pas protégée. Donc, voilà, donc on peut l'utiliser, mais c'est pas dire pour ça qu'on peut faire n'importe quoi et n'importe où, quoi. Il y a quand même derrière une réglementation. Et cette bière, elle est en vente déjà Oui, elle est en vente, ouais. Oui, on avait commencé en 2020. Oui, fin 23. Ouais, fin 23, ouais. Donc oui, en vente d'alors. En fût, là. Ouais, on avait commencé au tout début en fût, et maintenant elle est en bouteille, vous voyez, sur les deux formats. Et elle est en vente partout où on trouve vos bières Exactement, ouais. Là où on trouve la brasserie Barque, généralement on la trouve, et sinon directement à la brasserie ou sur le marché le samedi matin à Malétroit. On a fait 1600 litres. À terme, justement, on est en train de parler de l'avenir de cette bière. Notre modèle économique de la brasserie ne repose pas sur cette bière, évidemment. Donc dès lors que si, mettons, on devait pas prélever à la tourbière, on ne ferait pas cette bière. Nous, on est en train de discuter de voir comment est-ce qu'on voit l'avenir ensemble sur cette bière. Sur les 1600 produits, il y a 1100 litres à peu près qui ont déjà été vendus. Ah, d'accord.
et rappeler quand même que c'est une démarche qui a mis du temps. Les premiers contacts ont eu lieu en 2021, les tests donc 2022, les premières productions fin 2023, donc sous forme cette fois-là en fût, et la mise en bouteille ces derniers mois, quoi. Voilà. Donc c'était aussi une réflexion à mener au sein de Bretagne Vivante. Bretagne Vivante n'est pas coutumier de vente de produits alcoolisés, n'est pas coutumier non plus de l'utilisation d'une plante protégée pour un usage commercial, quoi. Donc il a fallu qu'il y ait une réflexion au sein de Bretagne Vivante sur ces aspects-là aussi, quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est quand les garanties ont été apportées par rapport à la quantité, par rapport aux usages, par rapport aussi à on va dire, à une espèce d'entente entre Bretagne Vivante et la brasserie Barque. On a une communauté de vues sur le développement écologique de la chose et la préservation du site, quoi. Justement, quel est l'intérêt justement que vous voyez pour le développement et la protection par rapport à l'exploitation de cette terre? Quel est votre intérêt justement dans cette Il y a deux choses. Enfin, on dit ça, là on va sur un domaine politique au niveau régional. Et Bretagne Vivante n'est pas une association on a nos opinions, on intervient dans tous les domaines, mais aussi on travaille avec beaucoup d'entreprises. Je parlais de Brasserie Barque, on a à peu près une centaine d'entreprises en Bretagne avec qui on travaille, et on va de plus en plus loin maintenant, parce que vous savez qu'ils ont été mis en place ce qu'on appelle les RSE, les responsabilités sociétales des entreprises. Donc Bretagne Vivante a un rôle important à jouer, donc on vient vers nous, mais pour donner des exemples, on travaille avec le Brochet, on travaille avec le ICANAF. Moi je travaille, on se répartit les tâches, mais avec l'UNICEM, c'est l'ensemble des carriers bretons vers qui on apporte des compétences en termes de gestion, de prise en compte de la biodiversité dans l'exploitation des carrières, etc. On fait un certain nombre de diagnostics agricoles pour prendre le ICANAF dans les fermes d'exploitation agricole du groupe ENAF, parce qu'ils sont engagés aussi sur une démarche responsable. Après, ils ont aussi leur intérêt économique. Il faut savoir que quand même au niveau sociétal, ça bouge un petit peu et ça pousse derrière, pour reprendre leur expression. Donc ils sont engagés. Là, je suis en train de discuter avec le groupe LDC, notamment Serran, Saint-Jean, Bignon, etc., parce qu'ils ont mis en place une démarche RSE. Donc voilà, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est pas simple, parce que dans le milieu de l'environnement, aussi en France et en Bretagne, les gens sont réticents à travailler avec des entreprises. Mais il faut savoir que dans les entreprises, les cadres qu'il y a maintenant, les directeurs qui ont souvent entre, on va dire, 30 et 45 ans, entre guillemets, c'est plus les personnes qui émanaient d'un courant des années 60-70. Donc les choses ont changé. Et donc Bretagne Vivante, voilà, essaye de s'impliquer dans une démarche. Qu'est-ce qu'on peut faire entre les entreprises, les RSE et l'environnement, à la fois sur des points très concrets, parce que l'on développe surtout du mécénat ou du partenariat. Là, ça va être, on va dire, un partenariat, puisque on fait bière et quelque part, il y a une rétribution. Mais oui, ça apporte énormément en termes de prise en compte de l'environnement ou de points particuliers, comme la tourbière ou d'autres sites en Bretagne, avec les entreprises locales. Je prends un exemple, par exemple, le LDC à Serran, ils ont fait des travaux là, il y a peu de temps, donc c'est là ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Alors, Bretagne Vivante, il va tout doucement, parce que les mesures compensatoires, c'est pas simple. Donc voilà, on n'est pas là pour détruire et ensuite essayer de reconstruire ailleurs. Mais ils ont fait des travaux à l'intérieur de l'usine, donc voilà. Et donc ils se proposaient, pourquoi pas, d'intervenir sur la tourbière de Carfontaine. Mais pour l'instant, c'est juste quelques phrases. Là, je vais voir le directeur tout à l'heure, pour voir si on peut pas peut-être aller plus loin dans la réflexion, puis après on verra ça avec Bretagne Vivante, les collèges du coin, etc. Okay. Mais on travaille avec les entreprises parce qu'il y a un enjeu énorme. Et puis, je peux vous le dire aussi, mais il faut savoir que dans l'avenir, une structure comme Bretagne Vivante, c'est quand même plusieurs millions d'euros de fonctionnement, quoi. Et donc, on les récupère, entre guillemets, sous forme de travaux, d'appels d'offres, et puis on répond à des commandes. Mais dans l'avenir, ça va être peut-être plus compliqué. Donc, effectivement, vers les entreprises, il y a aussi des choses à faire en termes d'échange de compétences et de partenariat financier. Je crois que la démarche est quand même assez exemplaire. On a un site protégé, une réserve associative. Il se trouve dedans une essence, une plante, qu'on a réussi à préserver par l'action qui a été menée par la municipalité et par Bretagne Vivante, et qui aujourd'hui se révèle intéressante d'un point de vue utilisation économique, quoi. Mais qui peut-être se révélera intéressante au niveau par ses principes actifs,
pour d'autres usages, quoi. Donc voilà, l'aspect est on voit que la démarche de Bretagne vivante, là, n'est pas hors sol. Elle est complètement intégrée dans une société qui a besoin de garder ses essences, que ce soit végétales ou que ce soit ces espèces animales qui peuvent aussi jouer un rôle. Quoi, et à ce sujet, sans dévoiler le dossier, mais il y a certains groupes qui travaillent sur les molécules végétales, qu'on interpellé Bretagne vivante, pour faire effectivement de la collecte de certaines plantes, et tout ça pareil, cadré par l'aspect, cadré en termes juridiques, pour essayer d'en tirer certaines molécules, effectivement, pour la pharmacologie, quoi.